Je n'aurais jamais pensé partager cette histoire, mais me voilà, 30 ans et enfin prête à la raconter. Je m'appelle Élodie et c'est ainsi que ma vie a changé à jamais lorsque j'avais 13 ans. À l'époque, nous étions ce qu'on pourrait appeler une famille normale, juste maman, papa et moi, vivant dans notre confortable maison de Maple Street. Papa travaillait dans la construction et maman était comptable à temps partiel. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. Tout s'est effondré quand papa a eu son accident. Une minute, il se rendait au travail un mardi matin habituel, et la suivante, eh bien, il était parti, juste comme ça. Maman s'est effondrée. Je veux dire, complètement effondrée. Elle passait des heures à ne rien regarder et j'ai dû apprendre à prendre soin de moi assez rapidement. Élodie, chérie, m'a-t-elle dit un soir, environ 6 mois après la mort de papa, je dois te dire quelque chose d'important. Elle était assise à la table de notre cuisine, jouant avec sa tasse de café comme elle le faisait toujours lorsqu'elle était nerveuse. J'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Laurent et il me rend à nouveau heureuse. J'aurais dû le voir venir, vraiment, les appels téléphoniques de fin de soirée, le fait qu'elle se soucie à nouveau de son apparence, les courses mystérieuses qu'elle devait faire. Mais quand elle m'a annoncé que Laurent allait emménager avec nous, avec sa fille Camille, âgée de 6 ans, cela m'a quand même fait un coup de poing dans le ventre. Mais maman, protestais-je. Ça ne fait que 6 mois que papa. Je sais, ma chérie, me coupa-t-elle, sa voix prenant ce ton sévère que j'avais commencé à entendre plus souvent. Mais la vie continue. Laurent est un homme bon et Camille a besoin d'une figure maternelle. Nous pouvons à nouveau être une famille. Une famille, c'est ainsi qu'elle l'appelait lorsque Laurent a emménagé 2 semaines plus tard, apportant des cartons de ses affaires et sa fille, qui regardait notre maison comme si c'était une sorte de château de conte de fées. Camille était cette petite chose avec des nattes blondes et de grands yeux bleus, exactement le genre de petite fille mignonne que ma mère avait toujours voulu. « Regarde là, Élodie », disait maman en regardant Camille colorier ou jouer avec ses poupées. N'est-elle pas précieuse? Elle a tellement besoin d'amour et d'attention à cet âge. Ouais, elle avait besoin d'attention, et ma mère était plus qu'heureuse de lui donner tout cela. Tout ce qu'elle avait, ce qui ne me laissait apparemment rien. J'ai vu ma mère se transformer en la belle-mère parfaite pour Camille tandis que je devenais invisible. La première fois que j'ai vraiment compris comment les choses allaient se passer, c'était pendant le dîner, environ une semaine après leur emménagement. La mère de Laurent était venue, cette femme qui était devenue le fléau de mon existence. Elle m'a jeté un regard et a dit « Oh, quelle grande fille tu es », puis elle a tendu la main et m'a pincé la joue si fort que j'avais envie de crier. Un si joli visage, roucoulatait-elle, ses doigts s'enfonçant dans ma peau comme des griffes. Mais tu sais, Laurent, cette maison serait absolument parfaite si. Elle n'a pas fini la phrase, mais ce n'était pas nécessaire. J'ai vu la façon dont elle me regardait, comme si j'étais une tache sur le nouveau portrait de famille parfait de son fils. Cette nuit-là, j'ai trouvé des bleus sur mes joues là où elle m'avait pincé, mais quand j'ai essayé de le montrer à maman, elle a juste secoué la tête. La vie s'est installée dans une routine, mais pas quand j'en faisais partie. Maman, Laurent et Camille sont devenus cette petite unité parfaite, faisant toujours des choses ensemble, aller au parc, passer des soirées cinéma ou simplement s'asseoir autour de la table du dîner, rire des blagues idiotes de Camille. Pendant ce temps, j'étais de plus en plus souvent envoyé chez l'amie de maman, Janet. Élodie, chérie, disait maman sans vraiment me regarder dans les yeux, Janet a besoin d'aide avec la petite Émilie aujourd'hui. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Très souvent, j'allais chez Janet, ou au moins quelqu'un semblait heureux de me voir. Émilie avait 4 ans et était absolument adorable, avec ses boucles rebondissantes et un sourire éclatant qui pouvait illuminer une pièce. Elle courait vers moi en criant « Harry !» Harry, au moment où j'ai franchi la porte. Jouer avec Émilie était en fait le point culminant de mes journées. Nous construisions des forts en couverture, prenions le thé avec ces animaux en peluche ou lisions des histoires dans lesquelles je faisais toutes les voix idiotes. Janet nous apportait des collations et se joignait à nous, posant parfois des questions sur l'école et écoutant mes réponses. C'était normal, comme une famille devrait se sentir. De retour à la maison, c'était une autre histoire. La mère de Laurent, Madame Dupont, avait pratiquement emménagé ou du moins c'était l'impression que c'était. Elle était toujours là, réorganisant les meubles, critiquant les rideaux, suggérant de nouvelles couleurs de peinture. Et maman s'est empressée de faire tous les changements qu'elle suggérait. Ces murs devraient être en coquille d'œuf, pas en crème, déclarait-elle, et la prochaine chose que vous savez, maman serait à la quincaillerie pour choisir des échantillons de peinture.
Les meubles du salon doivent être réorganisés pour un meilleur feng shui, insistait-elle, et maman passait tout le week-end à déplacer des meubles lourds. Mais son passe-temps favori me tourmentait toujours. Elle attrapait mes joues entre ses doigts osseux, les serrant jusqu'à ce que je pense que ma peau allait éclater. Je ne tiens toujours pas correctement ta fourchette, je vois, disait-elle en pinçant plus fort. De si mauvaises manières à table. Ta mère aurait vraiment dû t'apprendre mieux. Ou elle me surprenait en train de lire sur le canapé. Regardez-la affaler comme ça. Pas étonnant qu'elle ait une posture si terrible, pince-t-il. Tu ne surprendras jamais ma Camille assise comme ça. Laurent était tout aussi mauvais, mais à sa manière. Si je renversais accidentellement un verre ou si je faisais tomber une assiette en faisant la vaisselle, il exploserait. Savez-vous combien cela coûte, criait-il, son visage devenant rouge. Bien sûr que non. Vous n'avez jamais gagné $1 de votre vie, n'est-ce pas? Juste un parasite vivant de mon travail acharné. Je suis désolé, marmonnai-je, essayant de nettoyer ce que j'avais cassé. Désolé, ça ne remplace pas les choses, n'est-ce pas, il continuerait. Vous mangez ma nourriture, portez des vêtements pour lesquels je paie, vivez dans ma maison et quelle contribution apportez-vous? Rien. Cassez simplement des choses et faites des dégâts. Chaque fois que quelque chose comme ça arrivait, je regardais maman, en espérant qu'elle dirait quelque chose, n'importe quoi, mais elle s'occupait juste de nettoyer ou de s'embêter avec Camille, faisant semblant de ne pas entendre. Le jour de mes 16 ans, j'ai pris une décision. Je n'allais plus être le pique-assiette de Laurent. Je me suis levé tôt ce matin-là et je me suis promené dans le quartier en affichant des dépliants que j'avais confectionnés proposant des services de promenade pour chiens. Dans l'après-midi, j'avais 3 clients en attente. Tu veux promener les chiens? Madame Martin de 2 rue d'ici m'a demandé quand j'ai frappé à sa porte. Qu'en est-il de tout ce travail scolaire que vous avez, les adolescents, ces jours-ci? Je peux gérer les deux, lui assurai-je, essayant de paraître plus confiant que je ne le ressentais. J'ai de bonnes notes. Je suis très responsable avec les animaux. La laisse de retriever quand même? Très bien, essayons. Max a besoin d'une promenade tous les jours après l'école. $10 par promenade. Ce n'était que le début. Bientôt, je promenais 5 chiens différents, je surveillais les jumeaux Martinez le week-end et j'aidais le vieux monsieur Bernard à faire ses courses. Janet m'a officiellement embauché comme nounou d'Émilie après l'école, ce qui me faisait bizarre puisque je la surveillais gratuitement pendant tout ce temps. De toute façon, j'ai économisé chaque dollar, je n'ai pas dépensé un cent en bonbons, en films ou en tout ce que d'autres enfants de mon âge achetaient. Au bout de 3 mois, j'avais de quoi acheter ce dont je rêvais, un smartphone. Rien d'extraordinaire, juste un modèle basique en vente, mais c'était le mien. Le jour où je l'ai ramené à la maison, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'avais quelque chose qui n'appartenait qu'à moi, pour lequel personne ne pouvait dire qu'il avait payé. J'étais en train d'installer le téléphone dans ma chambre lorsque Camille a fait irruption sans frapper, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé en désignant mon téléphone. Elle avait 9 ans maintenant et avait pris l'habitude de vouloir tout ce qu'elle voyait. C'est mon nouveau téléphone, dis-je en essayant de garder ma voix neutre. Je l'ai acheté avec l'argent de mon travail. Les yeux de Camille s'écarquillèrent. Mais je veux un téléphone, papa. Avant que je puisse l'arrêter, elle descendait les escaliers en courant en criant pour Laurent. J'ai entendu ses pas lourds dans les escaliers et mon estomac s'est effondré. Qu'est-ce qui ne va pas, princesse? Il a demandé depuis ma porte. Élodie a un téléphone, et je le veux. Camille gémit en me désignant d'un air accusateur. Ce qui s'est passé ensuite me fait encore bouillir le sang quand j'y pense. Sans un mot, pas un seul mot, Laurent s'est approché, m'a pris le téléphone des mains et l'a donné à Camille. Papa s'occupe de toi, chérie, lui dit-il, m'ignorant complètement. J'étais tellement en colère que je pouvais à peine voir clair. Le lendemain à l'école, j'ai raconté à ma prof d'anglais, Madame Lefebvre, tout sur le téléphone, sur les dénigrements constants de Laurent, sur l'indifférence de maman. Elle m'a écouté tranquillement, puis m'a emmené au bureau du directeur. Cet après-midi-là, maman a été appelée. Je n'étais pas à la réunion, mais j'ai entendu des voix s'élever. Quand maman est sortie, son visage était rouge de colère, mais elle avait mon téléphone à la main. Elle me l'a poussé sans me regarder. Ici, dit-elle en serrant les dents. J'espère que tu es heureux maintenant. Cette nuit-là, après que Camille ait pleuré pendant des heures à cause de la perte de son téléphone, maman est venue dans ma chambre.
Comment oses-tu, sifflait-elle. Comment oses-tu agir ainsi dans notre dos? Sais-tu à quel point c'était embarrassant? Tu n'es qu'un traître. C'est la dernière chose qu'elle m'a dite pendant 2 semaines. Elle et Laurent faisaient tous les deux comme si je n'existais pas, passant devant moi comme si j'étais invisible, parlant autour de moi comme si je n'étais pas là. Même au dîner, ils me faisaient passer des plats sans remarquer ma présence. 2 années se sont écoulées à peu près de la même manière, je travaillais, j'essayais de garder la tête baissée à la maison et je me concentrais sur mes études. Je me suis lancé dans mes études, sachant que l'éducation était ma porte de sortie. Lorsque la dernière année est arrivée, j'ai postulé à toutes les bourses que j'ai pu trouver. Le jour où la lettre est arrivée du State College, j'ai failli vomir de nervosité. J'ai attendu d'être seul dans ma chambre pour l'ouvrir, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine déchirer l'enveloppe. Chère Miss Thompson, nous sommes heureux de vous informer. J'ai dû le lire 3 fois avant de comprendre, une bourse d'études complète. Il m'offrait une bourse complète. Je l'avais fait. J'allais à l'université et je n'aurais pas à supplier Laurent pour un centime comme un idiot. Je pensais que cela les rendrait peut-être fiers. Peut-être que cela permettrait enfin à maman de me revoir. J'ai attendu le dîner ce soir-là alors que tout le monde était assis autour de la table. Maman, Laurent, j'ai une bonne nouvelle, ai-je commencé, le cœur battant. J'ai été accepté au State College. Quoi? La fourchette de Laurent claqua contre son assiette. Vous avez postulé à l'université sans me le dire? Pour qui pensez-vous que vous êtes? Vivant dans ma maison, mangeant ma nourriture et prenant des décisions comme celle-ci dans mon dos. Mais c'est une bourse complète. J'ai essayé d'expliquer. Vous n'aurez rien à payer. Bon sang, je ne paierai rien, il a craché. Pas un seul centime pour un parasite ingrat comme vous. Toujours en train de se faufiler, toujours en train de comploter quelque chose. J'ai regardé maman désespérément. Elle regardait son assiette, poussant la nourriture avec sa fourchette. Maman, ai-je supplié. S'il te plaît, dis quelque chose. Pourquoi ne me défends-tu pas? Elle leva finalement les yeux, mais ses yeux étaient froids. Pourquoi devrais-je le faire? Vous n'avez jamais montré aucun respect pour cette famille. Vous n'avez jamais accepté Laurent. Tout ce que vous avez fait, c'est essayer de détruire mon mariage dès le premier jour. Respect? J'ai senti quelque chose se briser en moi. Toutes ces années de souffrance et de colère se sont succédées. Le respecter? C'est un tyran et une personne terrible. Il n'y a rien à respecter. La gifle est sortie de nulle part. Une seconde, j'étais là, tremblant de colère, la suivante, ma joue me piquait et maman se tenait devant moi, la main toujours levée. Sortez, murmura-t-elle. Puis plus fort, sortez de chez moi. J'ai touché ma joue à l'endroit où elle m'avait frappé, avec l'impression d'être dans une sorte de cauchemar. J'ai couru à l'étage, hébété, attrapant mon sac à dos et le remplissant de tous les vêtements que je pouvais atteindre, de mon téléphone, de mes documents scolaires, du peu d'argent que j'avais économisé. Tout le reste devrait rester. J'entendais Camille rire en bas, Laurent crier, mais tout cela me semblait loin. 10 minutes plus tard, j'étais devant le porche de Chloé. Chloé de mon cours de biologie, la seule personne que je pensais appeler. Lorsqu'elle a ouvert la porte et vu mon visage, le sac à dos et les larmes dont je n'avais même pas réalisé qu'elles coulaient, elle n'a posé aucune question. Elle m'a juste tiré à l'intérieur et m'a serré dans ses bras. J'étais assise dans la cuisine de Chloé, insistant sur la façon dont j'allais gérer mes études tout en étant essentiellement sans abri lorsque sa tante Monique est entrée. Alors tu es la fille dont Chloé me parle, dit-elle en me regardant de haut en bas. Besoin d'un travail? Il s'est avéré que Monique était propriétaire de ce petit restaurant italien du centre-ville et qu'elle avait un studio vide au-dessus. Avant que je sache ce qui se passait, elle m'a proposé les deux, la moitié du loyer, des repas gratuits, des horaires flexibles autour de mes cours. L'appartement a besoin de quelques travaux, mais il est propre et sûr, a-t-elle déclaré, comme si ce n'était pas grave. J'ai commencé comme serveuse, apprenant tout ce que je pouvais sur le métier. Monique était dure mais juste, m'apprenant des choses qu'elle n'avait jamais abordées dans mes cours de commerce à l'université. Regardez comment cette table continue de renvoyer de la nourriture, disait-elle. C'est pourquoi nous documentons chaque plainte, chaque compliment. Les détails comptent dans ce métier. L'appartement était minuscule, il y avait à peine de la place pour un lit et un mini-réfrigérateur, mais c'était le mien. Pas de Laurent qui crie sur les piques-assiettes. Pas de Camille qui fait irruption sans frapper.
Pas de regard critique de Madame Dupont. Juste mon propre espace où je pouvais étudier, dormir et enfin respirer. Dès ma dernière année, Monique m'avait promu administrateur. J'ai obtenu mon diplôme de commerce un samedi et j'étais de retour au travail lundi matin, m'occupant désormais des horaires, des stocks et de la gestion du personnel. Vous avez un don pour ça, m'a dit Monique 2 ans plus tard, après que j'ai gravi les échelons jusqu'au poste de manager. Elle était assise dans son bureau, l'air fatigué mais satisfaite. Chloé me dit que vous avez parlé de partenariat, a-t-elle déclaré. Je me déplaçais nerveusement sur ma chaise. On en a discuté, mais bon, elle m'a coupé la parole. Je prends ma retraite. Mon cœur s'est presque arrêté. Le restaurant revient à Chloé, a-t-elle poursuivi, mais elle a besoin de quelqu'un qui connaît ce métier par cœur, quelqu'un comme vous. Je la regardais, respirant à peine. Êtes-vous en train de dire? Je dis que vous devriez diriger cet endroit ensemble, en partenaires égaux. Vous avez l'expérience, elle a la passion. Cela pourrait être une combinaison puissante. Chloé et moi sommes restés éveillés toute la nuit pour en discuter. J'avais des économies, chaque centime que je pouvais épargner ces dernières années, et elle avait des idées, moderniser le menu, développer l'entreprise. Nous pourrions faire ça, dit-elle, les yeux brillants d'excitation. Fais vraiment ça, Élodie. Fais le nôtre. C'est ce que nous avons fait. J'ai investi tout ce que j'avais et nous avons transformé le restaurant italien traditionnel de Monique en quelque chose qui nous est unique. Pendant des années, nous avons ouvert notre deuxième site à l'autre bout de la ville. Parfois, en me promenant dans nos restaurants et en voyant que tout se passait bien, je pensais à ma famille. 11 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit, depuis que maman m'avait giflé et mis dehors. Ils étaient toujours en ville. Je le savais grâce à des aperçus occasionnels des publications de Camille sur les réseaux sociaux, mais nous vivions désormais dans des mondes différents. Un jour, Chloé et moi étions dans notre bureau au-dessus du centre-ville, entourés de feuilles de calcul et de plans d'agrandissement, lorsque nous avons entendu la fête arriver en bas. On dirait que la fête de fiançailles est là, dit Chloé en jetant un coup d'œil au calendrier des réservations. 50 personnes devraient être une bonne nuit. Nous avions cette tradition, quelque chose que nous avons commencé lorsque nous avons repris le restaurant. Nous sortions et parlions aux clients, obtenions leurs commentaires, les faisions se sentir spéciaux. C'était l'une des choses qui nous distinguait. Je vais aller les voir, dis-je en enfilant mon blazer griffé et en y épinglant mon badge nominatif. Vous en finissez avec ces contrats de fournisseurs. Le bruit des rires et des tintements de verre s'est intensifié alors que je descendais les escaliers. Une grande fête comme celle-ci pourrait signifier une clientèle renouvelée, voire même davantage de réservations d'événements. J'ai redressé mon badge et affiché mon plus beau sourire professionnel. Puis je les ai vus. Ma mère, assise à la table d'honneur, ses cheveux plus gris que dans mes souvenirs mais parfaitement coiffés, comme toujours. Laurent à côté d'elle, semblant à la fois plus âgé et exactement le même. Et Camille dans une robe scintillante, tenant la main d'un homme vêtu d'un costume coûteux. La fête de fiançailles de ma sœur. Pendant une seconde, j'ai pensé à me retourner, mais avant que je puisse bouger, les yeux de maman ont rencontré les miens et j'ai vu que je l'avais reconnue. Eh bien, regardez qui c'est, annonça-t-elle d'une voix forte, faisant tourner les têtes. Notre serveuse pour le soir. Le visage de Laurent se transforma en ce ricanement familier. 30 ans et toujours au service des tables, se moqua-t-il. Je ne peux pas dire que je suis surpris. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais maman m'a coupé la parole. J'ai toujours su que tu finirais comme ça, dit-elle, sa voix ruisselant de satisfaction. Regardez votre sœur diplômée d'université, économiste, qui se marie avec un homme merveilleux, et vous portez toujours un badge et prenez les commandes. Camille rigola en serrant la main de son fiancé. Peut-être qu'elle fera notre vaisselle ce soir, n'est-ce pas, papa? Montre-nous aussi ses talents particuliers sur le sol. Laurent se releva en vacillant légèrement, ivre en fête. Il marmonna, donnons-lui quelque chose à nettoyer maintenant. C'est arrivé si vite. Il attrapa une assiette de salade sur la table et la jeta au sol. L'accident a fait sursauter tout le monde. J'ai senti une vive piqûre sur ma joue et j'ai levé la main pour la toucher. Mes doigts sont repartis rouges. Oups, sourit Laurent en regardant le sang qui coulait sur mon visage. Mieux vaut prendre une serpillière, serveuse. Mon sang bouillait alors que je me tenais là, le sentant couler sur ma joue. 11 années de souffrance et de colère bouillonnaient et j'étais prêt à libérer tout ce que j'avais toujours voulu leur dire.
Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, la voix de Chloé a coupé l'attention. Je crois que la situation nécessite une attention immédiate, a-t-elle déclaré en s'approchant avec l'autorité calme qu'elle avait apprise de sa tante Monique. Elle tenait notre contrat de service, relié en cuir avec le logo doré de notre restaurant en relief. Chloé s'éclaircit la gorge et s'adressa à la pièce. Selon notre contrat de service, section 3.2, tout client qui abuse verbalement ou blesse physiquement notre personnel ou notre propriété. Elle fit une pause significative, faisant un geste vers moi, sera immédiatement expulsé des lieux. La bouche de maman s'est ouverte. De quoi parles-tu? Dit Chloé, son sourire aiguisé. Vous ne le saviez pas? Vous parlez à Elodie Thompson, copropriétaire de cet établissement et de 3 autres à travers la ville. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'ai vu les couleurs du visage de ma mère disparaître alors qu'elle regardait autour du restaurant où j'ai vraiment regardé les critiques encadrées sur les murs, le décor élégant, la clientèle sophistiquée, tout le succès dont elle n'avait jamais pris la peine d'entendre parler. C'est impossible, balbutia Laurent, mais je voyais le doute s'insinuer dans ses yeux. Chloé n'avait pas fini. De plus, a-t-elle poursuivi, en cas d'agression, nous nous réservons le droit de mettre fin immédiatement au service sans remboursement. Elle s'est tournée vers moi. Elodie, ton appel. J'ai redressé mon blazer, essuyé le sang de ma joue avec ma manche et retrouvé ma voix. Débarrasser les tables, ai-je ordonné à notre personnel. Les 50 invités doivent partir maintenant. Les serveurs sont entrés en action, retirant efficacement les assiettes et les verres. C'est alors que j'ai entendu le cri familier. Madame Dupont, la mère de Laurent, serrant son assiette de pâtes comme si elle était en or massif. Tu ne peux pas faire ça. Cria-t-elle, exactement de la même manière qu'elle avait l'habitude de crier à propos de mes manières à table tout en me pinçant les joues. C'est la fête de fiançailles de la fille de mon fils. Le serveur Michel a essayé de prendre son assiette, mais elle l'a retirée, faisant voler la sauce. Au secours! Au secours! Il m'attaque! Laurent se pencha en avant, le visage violet de rage. Ne touchez pas à ma mère. Il s'est dirigé vers moi, les poings serrés, mais notre équipe de sécurité a été plus rapide. 2 gardes se sont interposés entre nous, tandis qu'un 3e annonçait que la police était déjà en route. Camille avait fondu en larmes, sa parfaite fête de fiançailles gâchée. Maman, fais quelque chose, elle a pleuré. La mère restait là, du mascara coulant sur son visage, l'air perdu. La femme qui m'avait giflé et expulsé de chez moi ne pouvait même plus croiser mon regard. Les 30 minutes suivantes furent chaotiques. La police est arrivée la première et a recueilli les dépositions de plusieurs témoins qui avaient tout enregistré sur leur téléphone. Laurent a été menotté et emmené dehors, criant toujours des menaces. L'ambulance est arrivée ensuite, et un ambulancier a nettoyé et bandé la coupure sur mon visage pendant que les invités sortaient en chuchotant entre eux. Mon téléphone a sonné 3 jours après l'incident, d'un numéro inconnu. Elodie, la voix de maman était plus douce qu'au restaurant, presque suppliante. S'il vous plaît, ne raccrochez pas. J'ai attendu sans rien dire. Écoute, à propos de Laurent, la police porte plainte. Il faut les abandonner. Il pourrait perdre son emploi à cause de ça. Non, dis-je simplement et j'ai raccroché. En quelques heures, les attaques sur les réseaux sociaux ont commencé. Le premier message de maman était long et dramatique, se décrivant comme la victime d'un restaurateur vindicatif qui avait gâché la fête de fiançailles de sa précieuse fille. Les commentaires étaient remplis de sympathie à son égard, les gens jurant de ne jamais visiter nos restaurants. Puis Camille s'est jointe à nous, écrivant sur sa demi-sœur psychotique qui ne supportait pas de voir sa petite sœur heureuse. Le message s'est rapidement répandu dans les groupes communautaires locaux. Chloé m'a trouvé en train de regarder mon téléphone, en train de lire des mensonges. Tu sais que nous avons tout en vidéo, n'est-ce pas, dit-elle. Le système de sécurité que Monique a installé il y a des années effectue automatiquement un zoom avant et enregistre le son lorsqu'il détecte des voix élevées ou des mouvements agressifs. Les images étaient d'une clarté cristalline. On entendait chaque mot, les menaces de Laurent, les insultes de maman, le fracas de l'assiette, les cris de Madame Dupont. Je l'ai posté dans les commentaires du coup de gueule de maman avec un message simple, voici ce qui s'est réellement passé. La vidéo a explosé du jour au lendemain. D'autres invités de la fête ont également commencé à publier leurs enregistrements téléphoniques. Quelqu'un avait capturé l'angle parfait de Michel essayant de débarrasser l'assiette de Madame Dupont, le visage déformé par la rage, la sauce pour pâtes volant partout,
son calme professionnel ne faiblissant jamais. Ce clip à lui seul a été vu des millions de fois. Les drames au restaurant ont commencé à devenir une tendance locale, puis nationale. Les blogs culinaires ont repris l'histoire. Une famille organise une fête de fiançailles dans le restaurant de sa fille a fait la une des journaux. Section de commentaires remplie de personnes partageant leurs propres histoires d'éloignement familial et de parents toxiques. Les conséquences sont venues rapidement. L'entreprise de Laurent, déjà embarrassée par son arrestation, ne pouvait ignorer la vidéo virale de lui agressant sa belle-fille dans sa propre entreprise. Ils l'ont tranquillement déplacé vers une position plus basse. Le tribunal lui a infligé une lourde amende pour voies de fait et dégâts matériels. Maman a essayé de limiter les dégâts en supprimant ses messages, mais les captures d'écran sont restées éternelles. Le lieu du mariage de Camille a été annulé, ne voulant pas être associé au scandale. Madame Dupont est devenue un mème, la dame aux pattes, dont le visage hurlant a été diffusé sur les réseaux sociaux. En regardant le nombre de vues augmenter sur ces images de sécurité, je me suis souvenu de quelque chose que je me disais dans les jours sombres après que maman m'a mis à la porte. Un jour, les choses seraient différentes. Un jour, j'aurais la chance de me réconcilier avec ma famille. Un jour, ils réaliseraient ce qu'ils avaient fait et essaieraient de réparer les dégâts. Mais en les voyant dans mon restaurant ce soir-là, en les regardant essayer de m'humilier même après tout leur succès, même après toutes ces années où j'ai finalement compris. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Certains ponts ne sont pas destinés à être reconstruits. La vidéo s'est avérée bonne pour les affaires, mais ce n'est pas pour cela que je l'ai gardée épinglée sur mon profil. Je l'ai gardée là pour rappeler, à la fois pour moi et pour les autres, que parfois la fin heureuse n'est pas une question de pardon ou de retrouvailles. Parfois, il s'agit d'accepter qu'il n'y a rien de mal à s'éloigner et à ne jamais regarder en arrière. À transformer une salle de banquet en lieu de crash d'un héritage familial prestigieux. Je suis sorti comme une reine qui descendait de son trône. Et maintenant tu veux du gâteau? Oui. J'ai hoché la tête, les yeux fixés devant moi. Je n'ai pas fait tout ça pour me venger. Je l'ai fait pour être libre. Et il n'y a pas de meilleure façon de célébrer la liberté qu'avec une très bonne part de gâteau. Nicolas resta silencieux une seconde, puis appuya sur l'accélérateur. Le SUV glissait doucement dans la rue, laissant derrière lui les lumières aveuglantes de l'hôtel chic et se dirigeant vers le quartier de la ville où nous sentions tous les deux appartenir. L'endroit avec de la musique jazz provenant d'un petit café du coin et une vieille enseigne au néon qui disait Grace Bakery, Open Let. Grace, une chef 5 étoiles à la retraite de Louisiane, a ouvert la boulangerie après avoir laissé derrière elle la gastronomie. Nicolas et moi y étions allés plusieurs fois. Elle ne se souvenait du nom de personne, mais elle se souvenait toujours de ce que ses clients aimaient manger. Quand je suis entré, Grace tricotait derrière le comptoir, ses lunettes glissant sur son nez. Elle m'a regardé en plissant les yeux. La fille qui adore le gâteau au chocolat et aux fraises. De retour, J'ai souri et hoché la tête. Ce soir, je veux 2 tranches et une boule de glace vanille. Grace sourit et posa son tricot. Quelque chose s'est passé? On dirait que vous venez de faire exploser une ville. Nicolas laissa échapper un petit rire. Assez proche, Grace. Nous avons choisi la cabine du coin, mon endroit préféré, où les lumières n'étaient pas trop crues et où la musique enroulait doucement les silences inexprimés. Lorsque le gâteau est arrivé sur la table, je n'ai pas attendu une seconde. Cette première bouchée a traversé un glaçage lisse. Les couches denses de chocolat ont fondu presque instantanément sur ma langue. La douceur n'était pas écrasante. C'était réconfortant, comme le premier câlin après des années perdues dans le vent. Vous savez, dit Nicolas en remuant son café, j'ai toujours pensé que vous les élimineriez d'une manière beaucoup plus colérique. Comme briser des choses, leur crier au visage, devenir viral en ligne. J'ai souri et j'ai tamponné le coin de ma bouche avec une serviette. Je l'ai voulu plusieurs fois. Mais plus j'allais loin, plus je réalisais que la colère ne vous libère pas. Elle vous ramène simplement dans la même boue. Mais aujourd'hui, en sortant de cette salle, je savais que j'avais écrit ma propre fin. Nicolas hocha la tête, les yeux remplis de fierté, celle qu'on ne dit pas à voix haute mais qu'on ressent entre 2 respirations. J'ai regardé par la fenêtre. La ville la nuit n'était pas bruyante. Il faisait chaud. Les fenêtres brillent d'un or doux, les bus l'en passent. À ce moment-là, je me suis senti vraiment vivant, pas une ombre oubliée, pas le fardeau de quelqu'un. Je ne suis pas revenu pour me venger, dis-je doucement, presque pour moi-même. Je suis revenu pour le clore,
pour mettre fin à ce chapitre douloureux et en commencer un nouveau sans amertume ni peur. Nicolas posa doucement sa main sur la mienne. Alors bienvenue dans votre prochain chapitre, Amélia. J'ai hoché la tête. La douleur dans mes yeux avait disparu. La colère aussi. Tout ce qui restait était une sorte de paix rare. Après des années d'errance, à ce moment-là, j'étais sûr d'une chose, je n'avais pas survécu pour me venger. J'ai survécu pour être libre. Et maintenant, je le suis vraiment, pour la première fois et pour toujours. L'histoire d'Amélia est un puissant rappel que personne ne peut définir votre valeur, pas même la famille. Bien qu'elle ait été abandonnée, trahie et utilisée, elle ne s'est pas effondrée. Elle a utilisé sa douleur pour reconstruire sa vie à partir de rien. En réalité, chacun d'entre nous pourrait être une Amélia, portant les blessures du passé mais pleinement capable de se lever, d'avancer et de se réapproprier sa vie. La vengeance n'est pas le but. La liberté, la force et le respect de soi sont la victoire ultime. Que pensez-vous du parcours d'Amélia? Pardonneriez-vous ou partiriez-vous comme elle l'a fait? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire de famille émouvante et puissante.